le biais de conformisme. Tous les biais souvent sont des défauts du cerveau pour permettre au troupeau de prendre une décision plus rapidement, de réagir plus vite et de s'en sortir mieux. Donc on sait que ce n'est pas la meilleure option, mais on sait que c'est ce qui permet d'aller plus vite et souvent de s'en sortir. Et le biais de conformisme, je trouve que c'est un des plus beaux exemples pour ça. Où est-ce qu'on peut aller manger? Il y en a un qui dit « Ah, bah, je me ferais bien une pizza ». Ben, le premier qui a parlé va orienter tous les autres qui vont plus facilement dire « Ah ouais, pizza, c'est une bonne idée ». Si le premier avait dit autre chose, le groupe aurait suivi plus facilement vers la première option. On va se plier plus facilement pour rester dans le groupe, pour que le groupe prenne une décision plus vite. Donc quand un donne l'exemple, et si en plus c'est le chef, le biais de conformisme fait qu'on accepte plus facilement l'idée. Ça sous-entend que quand je pose une idée, bah, le groupe va plus facilement suivre et vite suivre, et que si je veux que les idées viennent du groupe, il ne faut surtout pas que je donne mon idée en premier. Donc quand tu dis j'ai proposé ça, ils ont accepté, ils ont validé, je dis oui, biais de conformisme. Je reviens sur quand vous proposez une idée, l'équipe va plus facilement s'orienter sur cette idée. Donc dans les questions comme celle-là, il ne faut pas hésiter à poser le problème sur la table, à laisser du temps, à laisser l'équipe mûrir le sujet, en se mordant les joues pour ne pas faire de proposition. C'est pour ça que j'utilise beaucoup les post-it. Tu fais écrire aux gens, tu fais poser, et ensuite tu discutes. Le post-it, il est posé, ça y est, c'est fait. Alors que si tu fais un tour de table, le dernier va être influencé par le premier. Il y a une expérience, j'ai plus le nom de l'expérience. On fait faire un test visuel à quelqu'un. On montre 3 bâtons de 3 tailles différentes, et ensuite on monte un autre bâton à côté, et on dit est-ce que c'est le bâton A, le bâton B, le bâton C. Quand on fait faire le test à peu près n'importe qui, on a 98% de bonnes réponses. C'est pas compliqué. Et il y a 4 séries de 20 photos, un truc comme ça. Donc 98% de bonnes réponses. Et ensuite, on fait faire l'expérience en mettant la personne avec 7 personnes, plus le cobaye, entre guillemets. Sauf que les 7 sont des acteurs, et que régulièrement, les 7 donnent une fausse réponse. Ils vont dire, ben, c'est le bâton B, alors que tu vois très bien que c'est le bâton A, quoi. Mais que les 7 donnent 10 B. Et toi, tu es le dernier à parler. Et on s'aperçoit qu'à ce moment-là, le taux de bonne réponse passe de 98 à 60%, voire moins. C'est-à-dire que tu vas te plier à ce que le groupe a dit. Peur de l'exclusion du groupe. Et donc, je vais changer mon point de vue, je vais changer mon idée, je vais l'enterrer, parce que le reste du groupe a donné d'autres idées. Alors que peut-être il y avait une idée géniale qui était la mienne. Conformisme. Une idée révolutionnaire passe toujours par 3 étapes. Une idée révolutionnaire passe toujours par 3 étapes. Elle est d'abord ridicule. Ensuite, elle est dangereuse. Et enfin, elle devient évidente. Meilleur exemple, droit de vote des femmes. Ridicule. Il y en a plein. L'esclavage. Enfin, toutes les idées révolutionnaires, d'abord on les a trouvées ridicules, et tout le monde a dit c'est n'importe quoi. Ensuite on a dit c'est dangereux. L'arrivée des voitures, les voitures et les routes et les autoroutes, ridicule. Ensuite dangereux, et puis aujourd'hui c'est évident. Et comme je dis toujours, attention, une idée ridicule n'est pas toujours révolutionnaire. Elle peut s'arrêter au stade ridicule. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, quand il y a un groupe comme ça, et qu'il y en a un qui lève la main pour dire « moi j'ai une idée », peut-être qu'elle est révolutionnaire, mais la première réaction du reste du groupe, c'est de l'estimer ridicule. Et donc, on remballe l'idée, alors qu'elle est peut-être juste révolutionnaire. Et ça, c'est aussi le rôle du manager, d'écouter chacun et de permettre à chacun d'exprimer son idée. Même si l'idée n'est pas bonne, il y a peut-être un début d'idée. Et encore une fois, je suis déjà en train d'attaquer sur l'intelligence collective. En fait, l'intérêt de l'intelligence collective, parce que de toute façon, je n'arrive pas à tenir mon organisation, l'intérêt de l'intelligence collective, c'est justement de mettre des cerveaux différents. Si vous mettez des cerveaux qui pensent tous pareil, vous rassemblez des experts comptables pour leur demander de faire évoluer les règles comptables. Bonne chance. Ils vont tous nous expliquer pourquoi c'est très bien comme ça. Ils vont détruire toutes vos idées. Par contre, vous amenez quelqu'un qui n'est pas du domaine ou un jeune stagiaire, c'est lui qui va dire je ne comprends pas pourquoi on fait comme ça et pas comme ça. Et l'œil nouveau. Et il y a une société qui est un petit peu à la base de la réflexion sur l'intelligence collective, qui est une société américaine, celle qui a inventé le micro-ondes, qui a transformé le micro-ondes. L'invention du micro-ondes, la découverte du micro-ondes, comme beaucoup d'autres choses, c'est le CNRS en France qui a trouvé. En France, on est très bon pour trouver des choses.
Et les Américains, ils sont très bons pour les vendre. Donc, ils achètent le brevet, et en plus, ensuite, ils font un truc et ils le vendent. Et le micro-ondes, c'est le cas. Et il y a un gars qui a acheté le brevet micro-ondes en disant, je pense qu'il y a un truc à faire. Il l'a donné à cette société en disant, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et c'est eux qui ont inventé le micro-ondes, qu'on a maintenant tous chez nous. Sauf que ce ne sont pas que des ingénieurs. C'est des biologistes, c'est des ingénieurs aéronautiques, c'est des philosophes. Et quand ils réunissent ces gens et qu'ils travaillent ensemble avec des méthodes de travail, ils ont des points de vue totalement différents qui font émerger des idées nouvelles. Parce que si mon anecdote préférée là-dessus, c'est le Concorde. Le Concorde, quand ils ont eu le cahier de charge, le chef de projet a réuni son équipe d'ingénieurs et a dit, voilà, on a un cahier des charges qui est de faire un avion commercial qui va faire Paris-New York en moins de 2 heures. Et là, tous les ingénieurs, tous les professionnels ont dit, c'est pas possible. Il a dit, ok, pourquoi c'est pas possible? Parce qu'il faudrait une puissance de moteur qui n'existe pas. Il faudrait un fuselage que tu mets tubulaire, donc tu mets 100 personnes dedans, c'est pas rentable, ça coûterait trop cher. Il faudrait un avion qui change de forme entre le décollage et le vol supersonique. Comment tu fais un avion qui change de forme, etc. Et il a tout listé. Il a dit, ok, maintenant qu'on a tous les points qui posent problème, on sait sur quoi on doit travailler. Et ils ont résolu tous les points par un. Ils ont créé des nouveaux moteurs, avec un partenariat avec Rolls-Royce. Ils ont créé des nouveaux moteurs. Ils ont en effet un avion qui avait, je crois, une centaine de personnes et avec des prix de billets exorbitants, mais il y avait des vols. Et puis ils ont vous l'avez vu, hein, ce nez qui change de position, qui fait qu'au décollage, le nez vers le bas avec une portance plus grande, et en vol supersonique, le nez qui se redresse, et on passe en vol supersonique. Ils ont relevé tous les problèmes et ils ont trouvé des solutions. Mais si on écoute les professionnels, on ne fait pas. Et c'est pour ça que parfois, moi, je fais des réunions où si j'ai un conseiller agri spécialiste, c'est lui qui va animer la réunion. Parce que celui qui anime, il ne participe pas. Parce que s'il participe, quand on pose une question sur son sujet, tout le monde regarde la personne spécialiste, qui donne son avis, et on fait comme il fait d'habitude. Rien de neuf. Donc il y a vraiment des choses où il faut bousculer. Et quand vous amenez des solutions, votre équipe va d'abord vous suivre. Et plus vous allez le faire, plus vous allez, au moment où vous allez dire, bon, vous en pensez quoi? Il dit, si on se tait suffisamment longtemps, normalement, il nous donne une réponse. Et à la fin, vous dites, bon, moi j'ai une idée, je propose qu'on fasse ça. Il dit, c'est une bonne idée. Ils réfléchissent pas, ils essayent même pas. C'est pas la peine, de toute façon, que vous allez trouver une solution. Donc ça, il faudra vraiment travailler dessus. Commencez par creuser, par leur demander les idées. Et rappelez-vous, hein, les uns et les autres sont là pour régler vos problèmes. Donc, j'ai un problème d'organisation, je pose mon problème d'organisation sur la table, et je demande l'avis des uns et des autres. Parce que jusqu'à preuve du contraire, 3, 4, 5 cerveaux valent mieux qu'un seul. Si ce n'est pas le cas, il va falloir recruter sérieusement, hein, parce qu'il faut arrêter les conneries. Soit vous êtes exceptionnellement intelligent, soit vous avez exceptionnellement mal recruté. Mais si vous avez 5 personnes normales dans votre équipe, à 5, vous réfléchissez mieux que tout seul, chacun dans votre coin. Donc arrêtez de vouloir résoudre les problèmes des autres. Les autres sont là pour vous aider à résoudre vos problèmes.